Bonjour chers étudiants, dans cette séance, nous allons enchaîner avec la première partie qui sera consacrée au juge administratif et la procédure dans le contentieux administratif. On va traiter tout d'abord la création des juridictions administratives. On va voir comment ces juridictions sont composées, ensuite quelle est la compétence matérielle et territoriale de ces juridictions. Alors, la création des juridictions administratives, et plus particulièrement les tribunaux administratifs, a été donnée par la loi numéro 4190 en 1993. Et cette création constitue une innovation substantielle dans la mesure où il semble avoir pour conséquence la disparition de l'unité de juridiction. Le même juge accueillait le recours en matière ordinaire, en matière administrative. Mais unité de juridiction n'a jamais signifié l'identité du contentieux ordinaire et administratif. Cette unité présentait une caractéristique de simplicité, son grand avantage pour le plaideur de n'avoir face à lui qu'un seul juge. Alors, la création des tribunaux administratifs a pour but de renforcer, entre autres, l'aptitude du système juridictionnel à faire respecter la légalité, c'est-à-dire l'état de droit. Alors, qu'en est-il de l'organisation des juridictions administratives? L'article 1er de la loi 4190 dispose « Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». Le tribunal administratif comporte un président, plusieurs magistrats, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit, désignés tous les 2 ans par le président sur proposition de l'Assemblée générale annuelle des magistrats et un greffier. Alors, d'après cela, on peut relever 3 remarques comme suit. Premièrement, le tribunal administratif est une juridiction collégiale. L'article 5 dispose « Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par 3 magistrats assistés d'un greffier. » Alors, la collégialité, c'est-à-dire que les jugements sont rendus par plusieurs magistrats et non pas un juge unique, comme c'est le cas généralement devant les juridictions de première instance. Alors, la collégialité est une garantie, à tous égards, de la qualité des décisions rendues par les juges. Le tribunal administratif peut être divisé en sections en fonction de la nature des affaires relevant de sa compétence. Généralement, on observe qu'il y a deux plus principales compétences des tribunaux administratifs, le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction. Alors, deuxième remarque, c'est que le tribunal administratif abrite une institution nouvelle qui s'appelle le commissaire royal de la loi et du droit. La fonction qui revient à cette institution et à ce commissaire est d'éclairer la juridiction sur les données de fait et de droit de l'affaire et de lui proposer une ou plusieurs solutions en mettant en valeur les avantages et éventuellement les inconvénients de chacune d'elles. Troisième remarque à présenter à cet égard, c'est que la loi 4190 consacre l'unité de la magistrature. Les magistrats administratifs ainsi que les magistrats judiciaires sont régis par les mêmes dispositions. Ce sont les dispositions de la loi organique numéro 106-13 du 24 mars de 2016. Alors, l'objet recherché est d'éviter tout risque de concurrence et de surenchère corporatiste. Voilà donc ce qui est de la composition des tribunaux administratifs. Qu'en est-il maintenant des attributions de ces juridictions administratives? Alors, quand on parle de la compétence des tribunaux administratifs, il faut l'appréhender sur l'aspect matériel et sur l'aspect territorial. C'est-à-dire que la compétence qui revient au tribunal administratif, elle est définie matériellement et territorialement avec un mécanisme de règlement des conflits. Commençons tout d'abord par la compétence matérielle, ou bien ce qu'on appelle la compétence en raison de la matière, ou la compétence rationnelle matérielle.
Tout d'abord, les règles de compétence matérielle sont très importantes, ce qui explique qu'elles soient d'ordre public. Par voie de conséquence, leur violation peut être soulevée d'office par le juge et par les parties à tout moment, quel que soit l'état de la procédure. C'est ce que nous dit l'article 12 de la loi 4190. Donc, un juge administratif ne peut pas statuer sur une affaire qui ne relève pas de ses compétences. Il doit s'assurer tout d'abord que le recours dont il a été saisi relève bel et bien de ses attributions. Alors, comment il doit le savoir? Il doit le savoir à partir de la détermination de la compétence de ces tribunaux administratifs. Donc, on a une compétence générale qui est définie par l'article 8 alinéa 1er de la loi 4190. Alors, l'article 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Il énumère un certain nombre de compétences qui reviennent aux tribunaux administratifs. Et cette énumération, elle est par hypothèse limitative, et donc susceptible dans l'avenir de se prêter à des interprétations plus ou moins restrictives, et qui se traduiront par des exceptions d'incompétence, dont le résultat le plus évident est de compliquer, de ralentir le cours de la justice. Alors, le principe est donc que le tribunal administratif est compétent pour juger en premier ressort les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Voilà donc première compétence qui revient au tribunal administratif, c'est le recours en annulation contre les décisions administratives. Deuxième compétence, ce sont les litiges relatifs aux contrats administratifs. Donc, le juge administratif ne peut pas, en principe, statuer sur un contrat de droit privé. Et troisième lieu, le juge administratif a une compétence dans la mesure où les actions de réparation des dommages causés par les actes et les activités des personnes publiques relèvent de ses attributions. Alors, cette compétence d'ordre général comporte des exceptions. En effet, il y a deux types d'exceptions. Une première exception précisée à l'article 9 au profit de la Cour de cassation et une deuxième exception fixée à l'article 11 au profit du tribunal administratif de Rabat. Alors, commençons tout d'abord par la première exception. C'est l'article 9 qui concerne à la Cour de cassation la compétence pour connaître et statuer en premier et dernier ressort sur deux principales attributions. Les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du chef du gouvernement. Deuxième compétence, ce sont les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif. Alors, l'article 12 prévoit que le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par Dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des juridictions des tribunaux administratifs mais nés en dehors du ressort de ces tribunaux sont portés devant le tribunal administratif de Rabat. Enfin, l'article 8 exclut de la compétence de ces juridictions les dommages causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Cette exclusion se justifie par la volonté du législateur de confier à un même juge la connaissance de l'ensemble du contentieux des accidents provoqués par la circulation automobile. Voilà donc ce qu'on peut dire de la compétence générale des tribunaux administratifs. Qu'en est-il de la compétence spéciale de ces tribunaux? Alors, les tribunaux administratifs ont reçu une série de compétences particulières qui constituent un contentieux administratif spécial. On va les énumérer telles qu'elles figurent à l'article 8 de la loi 4190. Les litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital d'essai des agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, c'est-à-dire le personnel des deux chambres du Parlement. Ensuite,
de la législation et de la réglementation en matière électorale. Donc c'est le contentieux électoral. De la législation et de la réglementation en matière fiscale. C'est le contentieux fiscal. Le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les actions contentieuses relatives au recouvrement des créances du Trésor. Donc, les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Voilà donc cette série de compétences spéciales qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. Il reste une dernière compétence, une dernière attribution disposée à l'article 8 dans son 3e alinéa. C'est l'appréciation de la légalité des actes administratifs. Alors, cette question est très importante dans la mesure où la raison d'être d'une juridiction administrative est d'apprécier la légalité des actes administratifs. Mais le problème qui se pose, est-ce que les juridictions ordinaires ont la possibilité d'apprécier la légalité des actes administratifs? Alors, pour répondre à cette question, on doit envisager l'article 44 de la loi 41/90 qui nous a donné la solution. Alors, le contenu de cet article, de l'article 44, est présenté de la façon suivante. Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif est nécessaire pour résoudre un litige porté devant le juge judiciaire, celui-ci doit en principe surseoir à statuer sur cette question préjudicielle tendant à la légalité de l'acte administratif, jusqu'à ce que le juge administratif ait statué sur la légalité de cet acte. Par contre, la compétence du juge pénal peut être plus étendue dans la mesure où il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci a en principe plénitude de compétences, plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou de la non-application des peines. Donc, le tribunal statuant en matière répressive a compétence non seulement pour interpréter les actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou individuels, mais aussi pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis. Cette disposition devrait entraîner la suppression de toute question préjudicielle devant le juge pénal. Alors, voilà donc, on a passé, grosso modo, on a passé en revue la compétence matérielle. Il reste maintenant de voir cette compétence territoriale des tribunaux administratifs. Contrairement aux règles de compétence matérielle qui sont d'ordre public, les règles de compétence matérielle ne le sont pas. Et ce sont les règles posées par le Code de procédure civile de 1974 en matière de compétences territoriales qui s'appliquent aux tribunaux administratifs. Alors ces règles ont pour finalité de simplifier la tâche du défendeur. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, la juridiction compétente sera celle du domicile du défendeur. Mais en matière administrative, le défendeur, c'est la plupart du temps l'administration, notamment en matière d'excès de pouvoir. Parce que c'est l'administration, généralement, qui prend une décision administrative de façon unilatérale à l'adresse d'un administré. Et donc, cet acte ou cette décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts des administrés et donc faire grief. C'est pour cela la partie défenderesse, c'est l'administration, la partie demanderesse, ce sont les administrés, ce sont les citoyens généralement. Alors, le privilège du préalable et la présomption de régularité de ces actes ont pour conséquence que le demandeur est toujours l'administré. Donc l'administration se trouve dans une position de force, de supériorité par rapport aux administrés, et on considère généralement que les actes administratifs sont réguliers, et donc ils ont été édictés dans les normes et conformément à la loi. Le cas contraire, c'est que quand l'administration dépasse ses pouvoirs et donc il
peut adopter des actes arbitraires. Alors, la loi pose le principe selon lequel ce sont normalement les règles du Code de procédure civile qui s'appliquent. Ces règles ne sont pas d'ordre public, on vient de le dire, ils ne concernent en effet que la répartition de compétences entre les tribunaux administratifs. Toutefois, le législateur a prévu quelques exceptions par rapport aux règles du Code de procédure civile. La plus importante est posée par l'article 10, alinéa 2 de la loi 41-90. Alors, l'article 25 du Code de procédure civile précise que le tribunal compétent celui du domicile du défendeur. La loi 41-90, par ailleurs, décide que les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dont le ressort territorial duquel la décision a été prise. Donc, on donne ici le choix au demandeur de saisir soit le tribunal administratif auprès duquel la décision a été prise, ou bien on choisit le tribunal du domicile des défendeurs. Alors, on doit terminer cette question de compétence par une question d'inégale importance, primordiale, à savoir quels sont les mécanismes de règlement des conflits de compétences. Le principe est qu'en cas de difficulté, le tribunal administratif, au ordinaire, doit statuer sur sa compétence avant tout jugement au fond. La décision ainsi rendue est susceptible d'appel. L'article 13 de la loi 41-90 prévoit que, lorsque l'exception d'incompétence à raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel. Celui-ci est porté, quelle que soit la juridiction qu'il a rendue, devant la Cour de cassation, qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe. En cas de difficulté relative à la compétence territoriale, il importe d'appliquer les dispositions de l'article 14 de la loi 41-90 qui renvoie aux articles 16, les 4 premiers alinéas et 17 du Code de procédure civile. Alors, qu'est-ce qu'il nous renseigne ces deux articles, 16 et 17? Ces derniers laissent au juge le choix entre un jugement séparé ou la jonction de l'exception au fond. Voilà donc brièvement ce qu'on peut dire de la création des tribunaux administratifs, la composition de ces juridictions, leurs compétences et compétences matérielles, à la fois matérielles et territoriales, ainsi que les mécanismes de règlement de différents ou de conflits de compétences. Voilà, donc on arrive au terme de cette séance. On va s'arrêter à ce stade pour enchaîner dans un autre cours avec d'autres développements du cours de contentieux administratif. Merci et à la prochaine.